Je suis arrivé à mon propre appartement de luxe. Ma sœur a crié. Qui l'a laissé entrer? C'est comme une cafarde, elle revient toujours. Je n'ai pas répondu. La sécurité est arrivée pour l'escorter elle, pas moi. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée, peu importe où tu te trouves. J'aimerais que tu écrives en commentaire de quelle ville ou pays tu nous regardes, et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le bruit de mes talons sur le marbre poli était le seul son qui brisait le silence respectueux du hall. C'était un écho propre, solitaire, un métronome marquant le début de quelque chose d'inévitable, un battement que moi seul pouvais sentir. Les portes de l'ascenseur s'étaient ouvertes dans un murmure métallique, presque un soupir, et j'étais sorti dans le vaste espace de la Tour Diamante, le centre du luxe et du pouvoir à Polanco. L'air ici sentait l'argent, un parfum cher de lilas fraîchement coupé qui venait de vases ridiculement grands, et une subtile arrogance collée à tout des canapés en cuir italien jusqu'au sourire calculé de la réceptionniste. C'était un endroit fait pour intimider, pour rappeler aux étrangers qu'ils n'étaient pas à leur place. Et puis une voix a coupé cet air soigneusement préparé comme un fouet de soie. Qui a laissé entrer la cafarde? Elle revient toujours. La voix, je la reconnaîtrais entre mille, c'était celle de ma sœur Romina. Elle se tenait debout près d'une colonne d'onyx, pareille à un pilier d'un temple grec, entourée de son cercle d'amis identiques toutes vêtues de la dernière collection d'une marque européenne dont je n'avais même pas envie de retenir le nom. Elle ressemblait à un essaim de reines abeilles, bourdonnant de commérage et de mépris. Romina tenait une coupe de champagne, même s'il n'était que 11 heures du matin, la tenant non comme une boisson, mais comme un sceptre. Ses lèvres, peintes d'un rouge agressif, se sont courbées en un sourire moqueur qui n'atteignait pas ses yeux glacés. Ses amis ont laissé échapper de petits rires aigus et complices le cœur d'un drame que je connaissais trop bien, un son qui avait hanté mes rêves pendant des années. Je ne bougeais pas. Depuis longtemps, ces mots n'avaient plus le pouvoir de me blesser. Ce n'était plus que du bruit et le bourdonnement agaçant d'un insecte avant d'être écrasé. Au lieu de répondre, mon regard s'est tourné un instant vers le logo en bronze incrusté dans le mur derrière le comptoir. Une D et une T entrelacées avec une élégance prétentieuse. Tour Diamante. Ma tour. Bientôt, Romina, pensais-je, en retrouvant son regard froid et calculateur. Tu comprendras que même les cafards peuvent devenir propriétaires du nid qui les a méprisés. Mon calme semblait la troubler plus qu'un insultant retour. Elle prit mon silence pour un signe de faiblesse, de soumission, comme avant. Elle fit un pas en avant, le satin de sa robe émeraude ondulant autour d'elle un mouvement étudié pour attirer les regards. Et qu'est-ce qu'il y a, petite sœur? Tu as fini ton argent de gamine et tu viens demander à maman? On te l'avait dit, le monde réel est cruel pour les rêveuses comme toi. Une autre vague de rire plus fort, plus sûr. Je me suis arrêté au milieu du hall, ajustant la sangle de mon sac en cuir. Je portais un tailleur ivoire, de coupe parfaite mais sans ornement. Ce n'était pas aussi tape à accent grave-l'œil que sa robe, mais il dégageait quelque chose que tout son argent ne pouvait pas acheter, une autorité vraie. Je ne suis pas venu voir maman, dis-je calmement, mais d'une voix ferme. Ma voix résonna sans effort dans l'espace et coupa net leur rire. Le sourire de Romina vacilla une fraction de seconde. La confusion passa dans ses yeux comme une fissure sur une façade parfaite. Je ne lui répondais jamais. L'ancienne Amaranta se serait recroquevillée, aurait murmuré une excuse et se serait éclipsée par la porte de service. Mais l'ancienne Amaranta était morte depuis longtemps, par une nuit froide d'humiliation, noyée dans ses larmes et du vin rouge renversé. La femme qui se tenait devant elle maintenant était une étrangère. Alors, dit-elle en arquant un sourcil parfaitement épilé, essayant de reprendre le contrôle de la scène. Tu viens nettoyer les sols? C'est peut-être la seule chose pour laquelle tu sers encore, après tout. J'ignorais l'insulte. Mon attention restait fixée sur le comptoir d'accueil. Je fis un pas, puis un autre, chacun résonnant avec une détermination calculée qui fit taire même les amis de Romina. La réceptionniste, une jeune femme nerveuse, me regarda avec de grands yeux, partagés entre la peur de ma sœur et une nouvelle incertitude à mon sujet. J'étais l'anomalie dans leur monde parfait, la pièce qui ne s'emboîtait pas, la cafarde qui avait osé revenir au palais. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que je ne venais pas ramper. Je venais reprendre le trône. 5 ans plus tôt. La table à manger était dressée avec la précision d'un chirurgien. De l'argenterie lourde, des verres en cristal de bohème qui chantaient au moindre contact, et un centre de table d'orchidées blanches qui coûtait plus qu'un mois de loyer d'un appartement moyen.
C'était le 55e anniversaire de mon père. L'air était rempli de l'odeur de la cochinita pibil que notre cuisinière, Soldad, avait préparée avec soin, et de la tension cachée qui accompagnait toujours nos dîners familiaux. C'était une chorégraphie d'opulence, une pièce de théâtre où chacun connaissait son rôle. Mon rôle, d'habitude, était celui de la fille silencieuse et observatrice. Romina, elle, était la star, celle qui racontait des anecdotes brillantes sur ses voyages et ses fêtes. Mon père était le patriarche bienveillant, chef de la table. Et ma mère, Griselda, la chef d'orchestre, veillant à ce que la symphonie de perfection familiale n'ait aucune fausse note. Mais ce soir-là, j'avais décidé de réécrire la partition. J'avais 22 ans et le cœur rempli d'une émotion si vive et pure que j'avais l'impression qu'elle pouvait illuminer toute la pièce. Je venais de recevoir la petite héritage que mon grand-père maternel m'avait laissé. Il avait été mon complice, un homme bon et visionnaire qui, à la différence de ses enfants, m'avait toujours dit que j'avais le feu des affaires. Ce n'était pas une fortune, mais pour moi, c'était tout. C'était le capital de départ, la clé pour m'échapper. J'ai attendu patiemment qu'il finisse de parler de la dernière soirée de charité, du nouveau yacht d'un ami de la famille, et des projets de Romina pour son prochain voyage de shopping à Paris. Puis, quand il y a eu une pause dans la conversation, j'ai toussé doucement. « Papa, maman, j'aimerais faire une annonce. » Ma mère, Griselda, m'a souri avec cette indulgence condescendante qu'elle réservait à mes idées créatives. Elle portait un collier de perles qui accentuait la rigidité de sa posture. « Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce que c'est ? On t'a enfin accepté dans le comité d'art du musée. Ce serait merveilleux pour faire des contacts. » Non, c'est autre chose, dis-je en essayant de garder ma voix ferme, sentant tous les regards sur moi. J'ai beaucoup réfléchi, et j'ai décidé d'utiliser l'argent du grand-père pour créer ma propre entreprise. Mon père posa son verre de vin sur la table avec un petit claquement sec. Romina, qui jusque-là envoyait des messages sous la table, leva les yeux avec un air d'ennui total. Une petite société immobilière, continuai-je, la passion faisant sortir mes mots plus vite que prévu. Elle s'appellera Inversion Zénith. J'ai un plan d'affaires. J'ai étudié le marché. Il y a une opportunité incroyable dans les projets de rénovation dans des quartiers émergents comme la Doctor ou Santa Maria la Ribra. Le silence qui suivit fut plus lourd que la porcelaine posée sur la table. C'était un silence actif, plein de jugements non dits. Je vis mon père échanger un regard rapide avec ma mère. C'est Griselda qui parla la première, d'une voix douce mais tranchante. « Ma fille, quelle idée originale. Mais ta place, c'est d'organiser des événements de charité et de te marier convenablement, pas de jouer à la femme d'affaires. Le monde des affaires est sale, plein de gens vulgaires. Ce n'est pas un jeu, maman. C'est sérieux. Je peux réussir. » Romina éclata de rire, un son comme du verre qui se brise. « Laisse-la, maman. C'est sa phase rebelle du moment. Elle croit qu'elle est Frida Kahlo allant dans les quartiers pauvres. Ça va durer 2 mois. Ensuite, elle reviendra pleurer quand elle comprendra qu'il faut plus que de bonnes idées pour survivre. Il faut des contacts, notre nom de famille, et je doute fort que papa te le prête pour une telle folie. Tu imagines, Reyes ? Ah oui, ceux de la société de construction Posilga. J'ai regardé mon père, ma dernière espérance, cherchant un signe de soutien, 2 fois. C'était un homme d'affaires, après tout. Peut-être qu'il comprendrait mon ambition, ma fin de réussir. Mais il a seulement soupiré, en se frottant l'arête du nez, comme si je lui causais une migraine insupportable. « Ta sœur a raison, Amaranta, dit-il d'une voix grave et définitive, le ton d'un juge qui prononce une sentence. Le monde des affaires est sale, c'est un monde d'hommes. Ils vont te dévorer vivante. Tu es intelligente, oui, mais tu n'as pas la dureté nécessaire. La peau de crocodile qu'il faut. Écoute ta mère. Concentre-toi sur le fait de trouver un bon mari. C'est le meilleur investissement qu'une femme comme toi puisse faire. Une femme comme toi. » Ces mots sont restés suspendus dans l'air, chargés d'un sens qui m'a transpercé le cœur comme un dard de glace. Cela voulait dire une femme qui n'est pas comme Romina. Cela voulait dire trop sérieuse, trop rêveuse, pas assez jolie ni sociable. Une pièce défectueuse. J'ai senti l'émotion brillante qui remplissait mon cœur s'éteindre, laissant seulement un vide froid et gris. Je leur avais offert mon rêve sur un plateau d'argent, et ils l'avaient craché. Cette nuit-là, pendant que j'entendais leur rire de l'autre côté de la porte de ma chambre,
j'ai compris une vérité fondamentale. Pour ma famille, mon ambition n'était pas une vertu. C'était une maladie. Et eux se voyaient comme la cure qu'ils allaient m'imposer à tout prix. 2 ans après ce dîner, 3 ans avant le présent. L'échec avait une odeur particulière. Ça sentait le café réchauffé, la poussière accumulée dans les coins de dossiers qui ne menaient nulle part, et l'humidité constante d'un petit appartement bon marché dans la Roma Nord, toujours sombre peu importe l'heure. Mon entreprise, Inversion Zenith, n'était pas morte, mais elle était en soins intensifs, branchée à un respirateur, ma propre volonté, qui s'épuisait. J'avais réussi à conclure 2 petits projets avec succès, mais un mauvais investissement, combiné à un entrepreneur malhonnête qui avait disparu avec l'argent de l'avance, avait laissé mes finances au bord du gouffre. J'avais besoin d'une injection de capital, une petite somme pour tenir jusqu'à pouvoir vendre la propriété qui me vidait lentement de mes forces. J'ai d'abord essayé la voie professionnelle. J'ai mis mon seul beau tailleur un peu large à force de sauter des repas et je suis allé dans une banque. Le directeur de crédit, un homme d'âge moyen nommé Ramiro, portait une moustache arrogante et avait un bureau rempli de symboles masculins, trophées de golf, humidor à cigare, photos de lui pêchant un marlin. Il a parcouru mes papiers du bout des doigts, comme s'ils étaient sales. « Mademoiselle Reyes », dit-il avec un petit sourire condescendant qui n'atteignait pas ses yeux. « Vos prévisions sont adorables, vraiment. Mais le secteur immobilier est instable. Ce n'est pas un domaine pour une amatrice. » « Je ne suis pas une amatrice, je suis une femme d'affaires », répliquai-je d'une voix plus ferme que je ne le sentais. « Bien sûr, répondit-il en me faisant un signe de la main pour me calmer. Pourquoi une jolie fille comme vous voudrait-elle se stresser avec tout ça? C'est un mal de tête permanent. Laissez tomber, mariez-vous, profitez de la vie, allez faire du shopping. Je suis sorti de son bureau avec une rage et une humiliation si fortes que j'en avais du mal à respirer. Adorable. Il avait utilisé le même mot que ma mère, comme si mon plan d'affaires, mes nuits blanches, mes sacrifices n'étaient qu'un dessin d'enfant à accrocher sur le frigo. J'ai marché sans but sur le Paseo de la Reforma, entouré des immenses tours de verre qui représentaient le succès devenu inatteignable. Chaque visage dans la foule semblait me juger. Chaque voiture de luxe qui passait me rappelait mon échec. Désespéré, j'ai avalé ma fierté qui avait déjà un goût amer de bile et je suis allé chez mes parents. C'était ma dernière option, la plus humiliante. Je leur ai demandé de me laisser accéder à une partie du fonds fiduciaire que mon grand-père avait aussi laissé pour nous deux. Un fonds qu'on ne pouvait toucher qu'avec l'accord de mes parents avant nos 30 ans. La réponse de ma mère a été aussi rapide et tranchante qu'une gifle. Nous étions dans le salon, et elle n'a même pas baissé le magazine mondain qu'elle lisait. Cet argent est pour le mariage de Romina. Elle est déjà fiancée, tu sais? Avec Gerardo de la Vega, une famille merveilleuse. On ne va pas gaspiller de l'argent réel dans tes caprices ratés. Ce n'est pas un caprice, c'est mon travail, mon avenir, répondis-je, la voix tremblante malgré moi. Je suis sur le point de tout perdre. Peut-être que c'est mieux ainsi, dit-elle froidement en tournant une page. Comme ça tu apprendras ta leçon et tu reviendras sur le bon chemin. Ton avenir, c'est de bien te marier, Amaranta. On te l'a déjà dit. Puis elle fit un geste de la main, comme pour chasser une mouche invisible. Tout ça, ajouta-t-elle avec mépris, c'est une perte de temps. Et franchement, c'est une honte. Qu'est-ce qu'on dit aux gens quand ils demandent ce que tu fais? Qu'on répond, elle joue à construire des petites maisons. Cette nuit-là, je suis rentré dans mon appartement sombre et froid. Le sentiment de défaite était si fort qu'il m'a plié en deux. Je me suis effondré sur le sol en bois, sans allumer la lumière, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour mon rêve brisé, pour l'humiliation, pour la solitude écrasante de savoir que ceux qui auraient dû être mon plus grand soutien étaient mes pires juges. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux gonflent et que ma gorge brûle. Et c'est dans cette obscurité, quand je n'avais plus de larmes, que la sonnette a retenti. Je me suis levé en trébuchant et j'ai ouvert la porte sans même demander qui c'était. C'était mon oncle Éliseo, le frère cadet de ma mère, l'étrange de la famille. Professeur d'histoire de l'art à l'UNAM, les cheveux en bataille, de grosses lunettes, un homme qui préférait les livres aux fêtes mondaines. Il m'a regardé, a vu mon visage détruit, et sans dire un mot, il m'a prise dans ses bras. C'était une étreinte maladroite, paternelle, mais elle m'a ramené à la réalité. Puis il est entré et s'est assis sur mon unique canapé. Il a sorti une enveloppe de son vieux sac en cuir. Ton grand-père croyait en toi. Moi aussi, dit-il d'une voix douce qui brisa le silence étouffant.
Ce n'est pas beaucoup. C'est toutes mes économies. 100 000 pesos. Je le regardais, choqué, incapable de parler. Je ne peux pas, tonton, c'est tout ce que tu as. Oui, tu peux, me coupa-t-il doucement, en posant l'enveloppe dans mes mains. Parce que je sais que tu me la rendras pas avec de l'argent, mais avec des intérêts qui ne sont pas monétaires. Rends-la-moi en construisant quelque chose dont nous pourrons être fiers tous les deux. Pleure aujourd'hui, Amaranta. Pleure tout ce que tu veux. Demain, tu construiras un empire sur ces larmes. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était de la foi. C'était la première fois depuis 2 ans que quelqu'un, en dehors de moi, croyait que Inversion Zénith n'était pas juste un petit jeu adorable. Cette nuit-là, sur le sol froid de mon appartement, avec cette enveloppe pleine d'espoir entre les mains, j'ai juré de ne plus jamais supplier personne. Je construirai mon propre monde, brique par brique, et je m'assurerai que les murs soient assez hauts pour que leur voix critique ne puisse plus jamais m'atteindre. 1 an avant le présent. La fête de fiançailles de Romina et Gerardo de la Vega fut l'événement mondain de la saison. Elle eut lieu dans le jardin de notre maison à Polanco, transformé pour l'occasion en un paradis artificiel de guirlandes lumineuses, de fleurs blanches importées et de chuchotements malicieux. J'y suis allé par obligation, sentant le poids du jugement de ma mère à chaque pas. Je portais une robe simple bleu marine qui, comparée aux invités habillés comme des pans brillants, me rendait presque invisible. Et c'était exactement ce que je voulais. Mon plan était simple, apparaître, féliciter les fiancés, boire un verre d'eau pétillante et disparaître avant que quelqu'un ait le temps de me lancer une pique déguisée en compliment. Je suis resté dans un coin, observant la comédie. J'ai vu ma mère se déplacer parmi les invités avec une grâce prédatrice, veillant à ce que tout le monde voie la taille de la bague en diamant de Romina. J'ai vu mon père rire avec le père de Gerardo, concluant non pas un mariage d'amour, mais une alliance commerciale. Et j'ai vu Romina. Elle était dans son élément éclatante, vêtue d'une robe de créateur qui coûtait probablement autant que mon premier projet de rénovation. Elle riait, elle flirtait, elle était le soleil autour duquel tournaient toutes les planètes. À un moment, je l'ai vu parler avec son fiancé près de la fontaine en pierre taillée. Gerardo était un homme beau, héritier d'une fortune importante, mais il semblait avoir une gentillesse sincère qui tranchait avec le reste de l'ambiance. Je me suis approché un peu en faisant semblant d'admirer des azalées et je les ai écoutés. Et c'est pour ça que la galerie d'art est si importante pour moi, disait Gerardo. Puis son regard a glissé et m'a trouvé. Il m'a souri. Ta sœur est intéressante, tu sais, dit-il à Romina à voix basse. Elle a cette intensité. C'est admirable qu'elle construise quelque chose par elle-même depuis zéro. Le sourire de Romina s'étendit. C'était un changement presque imperceptible, un durcissement autour de ses yeux, une raideur dans sa mâchoire. Pour n'importe qui d'autre, cela serait passé inaperçu. Mais moi je la connaissais. Je connaissais ce regard. C'était le même qu'elle m'avait lancé toute ma vie chaque fois que j'obtenais une meilleure note, chaque fois que mon grand-père louait ma curiosité. C'était le regard d'une insécurité profonde, maquillée en mépris. Le fait que son futur mari me valide, même un tout petit peu, était une offense intolérable. Le commentaire de Gerardo, une petite graine de reconnaissance envers moi, a suffi à allumer sa mèche. Quelques minutes plus tard, elle s'est approchée de mon coin. Sans Gerardo, avec un verre de vin rouge à la main et un sourire faussement doux sur les lèvres. « Petite sœur, te voilà, toujours aussi silencieuse, tu profites de la fête ? » Félicitations, Romina. Tu as l'air très heureuse, dis-je. Polie mais distante. Oh, oui. Et toi, tu joues encore à la femme d'affaires ou tu as déjà abandonné, dit-elle d'un murmure venimeux. Avant que je puisse répondre, elle a trébuché sur une racine imaginaire. Le vin rouge a décrit un arc au ralenti dans l'air et a atterri directement sur le devant de ma robe bleue. Un souffle collectif s'est fait entendre autour de nous. La musique sembla s'arrêter. Oh, petite sœur, s'exclama-t-elle en portant une main à sa bouche, dans un geste de fausse stupeur digne d'un prix d'actrice. Pardonne-moi, tu es toujours si invisible que je ne t'ai même pas vue. La tache rouge s'est étendue sur le tissu comme une plaie ouverte. Tout le monde nous regardait, les visages mêlant pitié et amusement morbide. J'ai senti la chaleur de l'humiliation monter dans mon cou comme du feu, mais cette fois quelque chose s'est brisé en moi. La patience, la résignation, l'habitude de simplement accepter leur cruauté et de me retirer. Ce n'était pas un accident, Romina, dis-je. Ma voix était basse, mais vibrait d'une fureur glacée qui l'a surpris.
Son sourire vacilla. De quoi tu parles? Bien sûr que si. Tu es tellement parano, toujours à penser que tout le monde est contre toi. C'est alors que ma mère, Griselda, est apparue à nos côtés, le visage comme un masque de soucis mondains. Que se passe-t-il ici, Amaranta? Tu fais une scène? Les de la Vega regardent. Elle m'a renversé le vin dessus exprès. Griselda me lança un regard d'avertissement, ses yeux comme deux morceaux de glace. Ne sois pas ridicule. Excuse-toi auprès de ta sœur pour ton accusation et va te nettoyer. Tu es en train de gâcher la nuit la plus importante de sa vie. M'excuser? Demandai-je, et un rire amer et sec m'échappa. Et c'est tout ce dont ma mère avait besoin. Elle m'attrapa par le bras, ses ongles peints en rouge s'enfonçant dans ma peau. Elle m'entraîna loin des regards curieux vers l'intérieur de la maison. Tu nous fais honte, siffla-t-elle. Sa voix était un poison pur. Tu ne peux pas, juste pour une nuit, faire semblant d'être normal, faire semblant d'appartenir à cette famille. Tu dois toujours tout gâcher avec ton drame. Je me suis arrêté net dans le vestibule, libérant mon bras de sa prise. Je l'ai regardé dans les yeux et, pour la première fois, je n'ai pas vu ma mère. J'ai vu une étrangère, une femme si terrorisée par les apparences qu'elle était prête à sacrifier sa propre fille sur l'autel de l'opinion publique. Peut-être que le problème, c'est que je ne veux pas appartenir, dis-je. Chaque mot tranchant comme un morceau de verre. Alors, va-t'en, lâcha-t-elle, le visage tordu par la rage. Va-t'en et ne reviens pas tant que tu n'auras pas appris quelle est ta place. Et je l'ai fait. Je suis sorti par la porte principale avec la tache rouge sur ma robe comme une médaille de guerre. Tandis que je marchais dans les rues éclairées de Polanco, l'écho de la musique de la fête s'éteignait derrière moi. Je n'ai pas ressenti de tristesse, j'ai ressenti une clarté glacée, une libération. Ils avaient défini ma place pour la dernière fois. À partir de ce moment, c'est moi qui déciderai de ma place et je veillerai à ce qu'elle soit si haute, si inatteignable, qu'il n'ait plus jamais à se soucier de savoir si je rentrais ou non parce que je n'allais pas rentrer et j'allais être la propriétaire du plateau de jeu. 3 jours avant l'affrontement dans le hall, mon bureau ne ressemblait en rien aux cabinets opulents de mon père et de ses amis. Pas d'acajou sombre ni de fauteuil en cuir qui avale ceux qui s'assoient. C'était un espace minimaliste aux 20 étages d'un immeuble dans la colonie Cuauhtémoc, avec des murs en verre offrant une vue panoramique et brutaliste sur la ville. Le mobilier avait des lignes épurées, fonctionnelles, en acier et bois clair. Le seul détail personnel était une petite photo encadrée sur mon bureau. Mon grand-père et moi, quand j'avais environ 10 ans, souriant tous les deux en tenant le plan d'une maison que nous avions dessinée ensemble sur une serviette. C'était un rappel constant de l'endroit d'où venait mon véritable héritage. Mon équipe était petite mais brillante. De jeunes architectes, des analystes financiers, et une chef de projet, Elena, plus dure et plus efficace que n'importe quel homme avec qui j'avais travaillé. J'avais construit une culture de mérite et de respect, tout le contraire du monde de népotisme et d'apparence dont je m'étais échappé. En entrant ce matin-là, j'ai échangé un salut rapide avec eux. Leur respect n'était pas hérité, il était gagné. Fabian, mon avocat, un jeune homme brillant avec la rare qualité de ne jamais me sous-estimer, m'attendait dans la salle de réunion. Il posa le dernier dossier sur la table en verre. Le soleil du matin se reflétait sur la surface, donnant au papier un air presque sacré. Tout est prêt, Amaranta. Le virement de 250 millions de pesos sera effectif demain à 8 heures du matin. Dès que ce sera fait, la société mère qui possède la Tor Diamant et tous ses actifs deviendra la propriété d'Inversion Zenith. Légalement, tu seras la propriétaire de tout l'immeuble. J'ai hoché la tête lentement, les yeux fixés sur le document final, l'acte d'acquisition. Ma signature était là, un trait d'encre sûr et décidé. 250 millions. Je me suis souvenu des 100 000 pesos que mon oncle m'avait donnés dans cette enveloppe froissée à l'argent qui avait tout commencé. L'ampleur de mon parcours m'a frappé un instant d'un vertige d'incrédulité et de fierté farouche. « Tu es sûr de ça ?» demanda Fabian, non pas avec du doute, mais avec la prudence d'un bon conseiller. Il retira ses lunettes et me regarda droit dans les yeux. « C'est un geste audacieux, acheter tout l'immeuble juste pour, eh bien, faire passer un message. Il y a des implications fiscales et de gestion. C'est un monstre. » J'ai levé les yeux du papier et regardé l'horizon de Mexico. Le chaos ordonné de la métropole s'étendait à perte de vue. Ce n'est pas juste pour faire un effet, Fabian. C'est la seule façon de nettoyer la maison. Depuis les fondations, dis-je d'une voix calme. Pendant des années,
j'ai essayé de construire quelque chose à moi, aux marges de leur monde, cherchant toujours leur approbation, leur validation, un geste, un mot d'encouragement. Et ils m'ont bien fait comprendre que dans leur monde il n'y a pas de place pour moi, alors j'ai décidé d'arrêter de demander la permission d'entrer. Je vais être la propriétaire des portes. Fabien hocha la tête, un sourire de compréhension sur le visage. Il remit ses lunettes, revenant en mode professionnel. Je comprends. Alors, quel est le protocole pour demain? Demain à 8h, le virement est complété. À 8h05, notre équipe juridique enverra les notifications officielles de résiliation de bail aux locataires en retard ou problématiques, selon l'audit que nous avons fait la semaine dernière. Le bail du Penthouse, au nom de Griselda Fuentes, ma mère, sera le premier à être résilié. Sous quelle clause, demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. Clause 17, comportement nuisible pour la communauté et la réputation de l'immeuble. J'apporterai comme preuve des témoignages signés du personnel sur le comportement autoritaire et humiliant de ma sœur envers eux. C'est plus que suffisant. Nous leur donnerons 24 heures pour quitter les lieux. Fabien consulta ses notes. Parfait. Et à 11h, toi? À 11h, oui, répondis-je en me levant et en marchant vers la fenêtre. J'irai à la maison. Mon reflet dans la vitre me renvoya mon regard, une femme de 27 ans, avec des yeux fatigués qui avaient trop vu, mais qui brillaient maintenant d'une détermination inébranlable. Je montrai la petite photo sur mon bureau. Mon grand-père disait toujours, n'achète pas une maison, achète toute la rue. Il est temps de lui obéir. Il comprenait que le vrai pouvoir ne consiste pas à posséder la pièce la plus chère du jeu, mais à être le propriétaire du plateau. Fabien sourit. Ton grand-père était un homme sage. Il l'était, répondis-je, le regard perdu dans l'immensité de la ville que j'étais sur le point de conquérir. Et moi, je suis une bonne petite fille. Fabien referma le dossier et se pencha dans son fauteuil, les doigts entrelacés. Il avait une question dans les yeux, une question de stratégie qu'il n'osait pas vraiment poser. Je l'aidai. Tu te demandes pourquoi maintenant, n'est-ce pas? Pourquoi cet immeuble en particulier, alors qu'il y avait d'autres investissements plus rentables sur la table? Il hocha la tête. Exactement. L'entreprise propriétaire était désespérée, à court de liquidités. Nous avons obtenu un prix excellent, en dessous de la valeur du marché, mais le risque reste considérable. C'est une opération très personnelle, et les décisions personnelles peuvent parfois brouiller le jugement professionnel. Je me servis un verre d'eau, la glace tintant contre le verre dans un son clair et froid. Oui, c'est personnel, répondis-je, et c'est précisément pour ça que le risque est calculé, pas impulsif. Tu vois, Fabien, ma famille, et surtout ma mère, vénèrent les apparences plus que tout. Leur identité entière, leur valeur dans le monde, repose sur une façade de richesse, de relations et de statut. La Tour Diamante n'est pas seulement leur maison, c'est le symbole suprême de cette façade. Vivre là, dans le Penthouse le plus exclusif de Polanco, c'est leur façon de dire au monde qu'ils sont l'élite, intouchable. Je bus une gorgée d'eau, laissant l'idée s'imposer dans la salle silencieuse. En leur retirant ce symbole, je ne leur enlève pas seulement un toit, je leur arrache la peau. Je les laisse exposés, vulnérables, dépouillés de la seule armure qu'ils connaissent. C'est une humiliation publique, sur le seul terrain qui leur importe, la haute société. Je comprends la stratégie symbolique, dit Fabien en ajustant ses lunettes. Elle est puissante, mais tu as mentionné autre chose la semaine dernière, quelque chose à propos des fondations. Je souris. Une sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Le sourire d'une stratège sur le point de révéler son coup gagnant, le échec est mat. J'ouvris mon ordinateur portable et projetai un organigramme sur le mur. C'est là que l'histoire devient intéressante. Qui est l'un des principaux actionnaires de Immobiliaria de la Vega, l'entreprise familiale du fiancé de Romina? Fabien se pencha en avant, ses yeux parcourant le graphique. Ses yeux s'écarquillèrent, la compréhension se dessinant sur son visage. Ne me dis pas que, le père de Gérardo, oui? Exactement. Et la société propriétaire de la Tour Diamante, celle qui était au bord de la faillite et que nous venons d'acheter à prix cassé, faisait partie de leurs investissements les plus problématiques. Un investissement qui, grâce à notre acquisition, ne vaut maintenant plus rien pour eux. Et ce n'est pas tout, ajoutai-je en montrant une autre partie du graphique. J'ai structuré l'achat de manière à reprendre aussi la dette que cette société devait au de la Vega. Nous devenons donc leurs créanciers légaux.
Fabian laissa échapper un sifflement bas et se renversa dans sa chaise, me regardant avec un nouveau respect. Ah Amaranta, c'est impitoyable. L'impitoyable, répétai-je, la voix teintée d'une ironie glacée. Est-ce plus impitoyable que de traiter sa propre fille de ratée en face? Que de l'humilier devant des centaines de personnes? Que de lui refuser de l'aide quand elle est sur le point de tout perdre? Non, Fabian. Ce n'est pas impitoyable. C'est un langage le seul qu'ils comprennent, celui du pouvoir et de l'argent. Je retournai vers la fenêtre. Le soleil se couchait, et les lumières de la ville commençaient à scintiller comme un champ de diamants éparpillés sur un manteau de velours noir. Romina et ma mère avaient construit leur monde sur des fondations de sable, l'argent des autres, les relations des autres, la réputation des autres. Je n'allais pas détruire leur château de sable. Je vais acheter toute la plage. Les fiançailles de Romina ne reposent pas sur l'amour. Elles reposent sur la fusion de deux dynasties pour consolider le pouvoir. Et je viens de provoquer un tremblement de terre financier dans l'une d'elles. Voyons combien de temps cet amour tiendra quand l'argent commencera à manquer. Quand ils se rendront compte que la famille de la mariée est devenue un fardeau. Je restai silencieuse, observant la ville. J'avais passé des années à me sentir petite, impuissante, jouant à un jeu dont je ne connaissais pas les règles. Mais en exil, j'avais appris. J'avais étudié non seulement l'architecture et la finance, mais aussi mes ennemis. J'avais appris leurs faiblesses, leurs peurs, les fissures dans leurs armures dorées. J'avais compris la leçon la plus dure de toutes dans leur monde. On ne gagne pas en étant la meilleure personne. On gagne en comprenant les règles du jeu mieux que quiconque. Et moi, enfin, j'avais appris à jouer. Tandis que Fabian rangeait ses affaires, déjà absorbé par les aspects juridiques du lendemain. Mon esprit, lui, repartit en arrière non pas vers les grandes humiliations, mais vers les petites blessures, les morts silencieuses d'une vie qui aurait pu être différente. Le prix de mon empire ne se mesurait pas seulement en millions de pesos transférés, mais en milliers d'heures volées à ma jeunesse. En éclats de rire que je n'ai jamais partagés. Et en mains que je n'ai jamais tenues. Je me souviens d'une nuit, peut-être 2 ans après le début. Quand Zénith n'était encore que moi et un ordinateur portable dans mon petit appartement de la Roma. Il était presque 3 heures du matin. Dehors, une pluie torrentielle battait contre la vitre, comme si la ville elle-même pleurait. Mes yeux brûlaient à force de fixer une feuille Excel, essayant de trouver une façon d'étirer mon budget pour payer mes 2 seuls employés, un jeune architecte diplômé et une secrétaire à mi-temps. Mon téléphone vibra sur la table, un son strident dans le silence. C'était une photo dans le groupe de discussion de mes amies d'université. Elles étaient toutes dans un bar à la Condesa, les cheveux mouillés par la pluie, riant à gorge déployée, un verre de mezcal à la main. La légende disait. Il ne manque plus que toi, Ama. Laisse ces plans et viens danser. J'ai ressenti un pincement si fort qu'il m'a coupé la respiration. Je voulais être là. Je voulais sentir la chaleur des gens, le rythme de la musique, le goût du mezcal. Je voulais rire pour des bêtises, danser jusqu'à avoir mal aux pieds, ne penser à rien d'autre qu'à l'instant présent. À la place, j'ai éteint mon téléphone et je me suis versé une autre tasse de café instantané, son goût amer reflétait mon humeur. Cette nuit-là, j'ai choisi mon entreprise plutôt que mes amis. Et petit à petit, les invitations ont cessé d'arriver. Elles ont compris avant moi que j'étais engagé dans une guerre qui ne permettait ni prisonnier ni pause. Je me souviens de mon 25e anniversaire. Je l'ai fêté seul au bureau, qui n'était alors qu'un petit local loué dans un vieux bâtiment. J'ai mangé une part de gâteau d'épicerie avec une seule bougie trouvée dans un tiroir. Tout en relisant des plans de rénovation. Romina m'avait appelé cet après-midi-là pas pour me souhaiter un bon anniversaire, mais pour me raconter en détail son incroyable voyage à Tulum avec ses amis. Tu devrais faire une pause, petite sœur, m'avait-elle dit, avec cette fausse compassion dont elle avait le secret. Tu deviens ennuyeuse. Tout travail, pas de plaisir. Les hommes détestent ça, tu sais? Et puis il y avait David. Il avait un sourire doux et des yeux qui semblaient comprendre la flamme d'ambition qui brûlait en moi. C'était un artiste. Il voyait de la beauté là où moi je voyais un potentiel d'investissement. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois. J'ai essayé de faire que ça marche. J'ai essayé de trouver du temps, de planifier nos rendez-vous comme des réunions d'affaires. Mais il y avait toujours un appel de dernière minute, une urgence sur un chantier. Un contrat à lire et à relire jusqu'à l'aube. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la porte de mon appartement. Je venais de rentrer,
épuisé, après 12 heures de négociation. Il m'attendait avec le dîner déjà froid. « Ah Amaranta, je t'aime », m'a-t-il dit, avec plus de tristesse que de colère. Et c'est ce qui m'a le plus fait mal. Mais je ne peux pas me battre contre une feuille de calcul. Je ne peux pas rivaliser avec ton prochain projet. Tu es en train de bâtir un empire, et je l'admire sincèrement, mais moi je voulais seulement construire une vie avec toi. Et dans ta vie, il n'y a pas de place pour autre chose que des briques et du ciment. Je n'ai pas pleuré quand il est parti. Je ne me l'ai pas permis. Pleurer était un luxe, une perte de temps que je ne pouvais pas m'autoriser. Je me suis simplement remise à mon ordinateur portable et j'ai continué à travailler. Je regardais mes mains posées contre le verre froid de la fenêtre de mon bureau. Ce n'étaient pas les mains de Romina toujours parfaitement soignées, avec des ongles en gel et des bagues en diamant. Mes ongles à moi étaient courts, pratiques. Il y avait de petits cals dans la paume de ma main droite, souvenir du jour où j'avais dû aider à transporter des caisses de carreaux, car les ouvriers ne s'étaient pas présentés. Il y avait une petite cicatrice blanche sur mon articulation, laissée par une vis glissante alors que j'essayais de réparer moi-même un robinet à faute d'argent pour payer un plombier. Chacune de ces imperfections était un reçu, une preuve tangible du prix que j'avais payé. J'avais sacrifié des amitiés, l'amour, du temps, ma jeunesse. Tout cela pour ce moment. Tout cela pour construire quelque chose que personne ne pourrait jamais me retirer. Et tandis que je regardais les lumières de la ville, une question froide s'installa dans mon esprit. Est-ce que ça en valait la peine? Je ne le savais pas. Mais il était déjà trop tard pour revenir en arrière. La seule chose que je pouvais faire, c'était m'assurer que la fin de l'histoire justifie le prix de l'avoir écrite. La nuit précédant le grand jour, le silence dans mon appartement est désormais plus grand et avec une meilleure vue que celui de la Roma était lourd, chargé d'une électricité palpable. C'était le calme avant la tempête, et moi, j'étais l'œil de cet ouragan. Mon plan était en marche, chaque pièce se déplaçait avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie suisse. Les courriels étaient programmés, les notifications légales prêtes à être envoyées. Mais il y avait un appel que je devais passer, un appel qui ne faisait pas partie de la stratégie, mais du cœur. Je composais le numéro de mon oncle Éliseo. Il répondit au deuxième son, sa voix calme et familière fut un baume pour mes nerfs tendus. « Ah Amaranta, ma chère, quelle agréable surprise. J'allais me préparer un thé. »« Bonjour, tonton. Je te dérange ? Seulement une discussion animée avec un livre du Xe siècle sur la décadence du baroque. »« C'est lui qui gagne, » plaisanta Théil. « Tout va bien ? Tu sembles différente. Concentrée. » Je souris. Il avait toujours su entendre les nuances dans ma voix, même au téléphone. « Tout va très bien, tonton. En fait, c'est pour ça que je t'appelle. Je voulais que tu l'apprennes de moi avant tout le monde. Demain, tout va changer. » Il y eut une pause au bout du fil. Je pouvais l'imaginer ôtant ses lunettes et se frottant les yeux avec lassitude. Le grand mouvement. Enfin, le grand mouvement. Oui, confirmai-je. Il n'avait pas besoin de détails. Il comprenait le langage des batailles stratégiques, qu'elles soient dans l'histoire de l'art ou dans la vie réelle. Mais la vraie raison de mon appel était autre. Je veux te rendre ton argent, tonton. À Amaranta, nous en avons parlé 100 fois. C'était un cadeau. Mon pari sur le meilleur cheval de course que j'ai jamais vu. Ce n'était pas un investissement. L'investissement le plus important de ma vie, insistai-je. Et un bon investissement mérite un bon rendement. Lundi, mon assistante te contactera pour te faire un virement. Les 100 000 pesos d'origine, plus un rendement qui dépasse de loin tout fond du marché. Tu pourras acheter tous les livres du Xe siècle que tu veux. J'ai entendu son soupir à l'autre bout du fil, un mélange d'affection et d'exaspération. J'apprécie le geste, vraiment, mais je n'en ai pas besoin. Ma vie est simple. J'ai mes livres, mes élèves. Je suis un homme heureux. Le seul paiement que je veux, le seul que j'accepterai, c'est de te voir debout, maîtresse de ton propre espace, heureuse. L'émotion me serra la gorge à un œil inattendu et tranchant. Je dus avaler ma salive pour pouvoir parler sans que ma voix ne se brise. Merci, tonton, dis-je à voix basse. Pour avoir été le seul à voir une reine dans la fille que tout le monde appelait la brebis noire. Je n'ai pas vu une reine, Amaranta, répondit-il, la voix pleine d'un amour profond et sincère. Les reines héritent de leur trône. Moi, j'ai vu une bâtisseuse. Tu l'as toujours été.
Depuis que tu dessinais des villes entières avec tes blocs de bois sur le tapis du salon. Tu avais juste besoin que quelqu'un te passe la première brique. Maintenant, va, construis ton empire, et appelle-moi quand la poussière retombera. Je veux tout savoir. Je raccrochai en sentant une chaleur m'envahir la poitrine, effaçant les derniers doutes. Sa foi inébranlable était le contrepoids parfait à tout le mépris de ma famille. C'était l'encre qui m'avait gardé saine d'esprit dans mes nuits les plus sombres. Je m'approchai de la fenêtre et regardai vers Polanco. Au loin, je distinguais la silhouette de la tour diamante, une aiguille de verre et d'acier transperçant le ciel nocturne. Demain, cette tour serait à moi. Demain, la petite fille au bloc de bois réclamerait enfin sa ville. Et elle le ferait non seulement pour elle, mais pour l'homme qui lui avait donné la première brique. Retour au hall. Au présent. Le moment suspendu après le rire moqueur de Romina semblait étiré à l'infini, chaque seconde chargée d'une tension presque visible. Ignorant sa question sur le fait que je venais, nettoyer les sols, une phrase faite pour m'humilier devant son public. Je marchais d'un pas ferme et délibéré vers le grand comptoir en marbre et bois de Zebrano. La jeune réceptionniste, dont la plaque portait le nom Sophia, me regarda avec un mélange de panique et de confusion. Elle avait clairement assisté à la scène et se trouvait coincée entre deux feux. Sa loyauté professionnelle et la peur instinctive d'une résidente puissante comme Romina. Je m'arrêtai devant elle, lui adressant un petit sourire rassurant. « Bonjour », dis-je, ma voix claire et résonnante dans l'acoustique du hall, sans la moindre trace de nervosité. « Je suis Amaranta Reyes, la nouvelle propriétaire. Veuillez prévenir le chef de la sécurité, Monsieur Dario, que je suis arrivé et que j'ai besoin de lui immédiatement. » Le mot propriétaire resta suspendu dans l'air, lourd et incongru. Sophia cligna des yeux, la bouche entr'ouverte. Je vis le calcul rapide dans son regard se demandant si j'étais folle ou une menace réelle. Derrière moi, j'entendis Romina éclater d'un rire aigu et forcé. C'était un rire trop fort, destiné à remplir l'espace et à réaffirmer sa domination. « Propriétaire », lança-t-elle en s'avançant avec des pas théâtraux. « Oh, ma sœur, cette fois tu as perdu la tête. La pression t'a enfin brisé. Quoi ensuite? Tu vas dire que tu es la reine d'Angleterre? Allez, sérieusement, va-t'en. Tu te ridiculises, tu m'embarrasses. » Ses amis se joignirent au rire mais cette fois, ils sonnaient un peu plus forcés, un peu plus nerveux. Mon calme inébranlable les déstabilisait. Je devais pleurer, crier, fuir. Ma sérénité ne faisait pas partie de leur scénario. Je me tournai lentement pour faire face à ma sœur. Il n'y avait aucune colère sur mon visage, seulement une patience presque clinique, comme celle d'un scientifique observant un spécimen prévisible. « Tu m'as toujours sous-estimé, Romina. C'est ton plus grande erreur. Tu pensais que parce que je ne criais pas, je n'avais pas de voix, et que parce que je ne me battais pas, je n'avais pas de force. Tu avais tort. Ce que tu n'as pas, c'est de l'argent, ni de la classe, ni rien du tout. » Lança-t-elle. Alors arrête de dire des bêtises. Je n'écoutais pas la fin. Mon attention était ailleurs. Je sortis mon téléphone de mon sac, cherchai un numéro dans mes contacts et composai. C'était la ligne directe de la cabine de sécurité de l'immeuble. De l'autre côté du comptoir, le téléphone interne de la réception se mit à sonner d'un bip autoritaire et insistant. Sophia regarda l'appareil comme si c'était un serpent. Puis elle leva les yeux vers moi, les yeux écarquillés par une compréhension soudaine et terrifiante. La couleur disparut de son visage. D'une main tremblante, elle décrocha le combiné. Réception de la tour diamante, ici Sophia. Oui, oui, monsieur. Entendu. Tout de suite, monsieur. Elle raccrocha le téléphone comme s'il brûlait. Elle se leva d'un bond, sa posture passant en une fraction de seconde de l'incertitude à la déférence absolue. Elle se pencha légèrement au-dessus du comptoir, les yeux fixés sur moi. « Mes excuses les plus sincères, Madame la Présidente, dit-elle, la voix à peine un souffle tremblant, mais chaque syllabe parfaitement audible dans le silence soudain. Monsieur Dario est déjà en route, Présidente. » Le mot prononcé avec autant de formalité et de panique fut comme une bombe sonore qui fit taire tout le hall. Les rires des amis de Romina s'étranglèrent dans leur gorge. Leurs sourires se figèrent et se brisèrent. L'expression de Romina traversa une série de micro-expressions en une seconde. Incrédulité, mépris, confusion, et enfin une petite graine glacée de peur qui commença à germer dans ses yeux. Quoi? Qu'est-ce que c'est?
balbutia-t-elle en regardant la réceptionniste terrifiée. C'est quel genre de blague? Tu vas être renvoyé. Mais plus personne ne lui prêtait attention, parce qu'à ce moment-là, d'un couloir latéral menant au bureau d'administration, apparut un homme grand et massif, costume sombre impeccable et oreillettes discrètes. C'était Dario, le chef de la sécurité, un homme dont la réputation d'être impassible et efficace était légendaire dans l'immeuble. Et il ne marchait pas vers Romina, il venait droit vers moi. Dario s'arrêta à 1 mètre de moi, adoptant une posture d'attention respectueuse. C'était un homme qui dégageait une autorité calme mais absolue, le genre de personne qui peut arrêter une bagarre d'un seul regard. Son visage était un masque de professionnalisme, mais ses yeux, vifs et observateurs, enregistraient tout. La pâleur de Romina. La nervosité de ses amis maintenant regroupés comme un troupeau effrayé. Mon calme absolu. Madame Reyes, dit sa voix grave et sans inflexion, une voix habituée à donner des ordres et à être obéie. Bienvenue. À vos ordres. Les mots étaient simples, protocolaires, mais dans le silence du hall, ils sonnèrent comme le verdict d'un juge. La balance du pouvoir, qui toute ma vie avait penché lourdement contre moi, venait de se rééquilibrer d'un coup sourd et définitif. Et maintenant, elle allait pencher en ma faveur. Je me tournai légèrement, sans quitter des yeux le regard désormais écarquillé de ma sœur. Elle me regardait comme si une deuxième tête m'avait poussé. Monsieur Dario, dis-je, la voix aussi calme que la sienne. Ces personnes ne sont plus résidentes de cette propriété. Elles ont causé des troubles. Veuillez les escorter hors de mes locaux. La mâchoire de Romina tomba. Un instant, on aurait dit qu'elle allait s'étouffer. Puis un son guttural, un mélange de rire incrédule et de rage jaillit de sa gorge. « Et tu es folle, complètement folle !» hurla-t-elle, sa voix montant jusqu'à un cri aigu qui résonna sur le marbre, brisant la façade de son élégance. « Ma mère paie cet endroit. Nous vivons ici. Toi, tu n'es personne. Tu es une ratée venue mendier. » Dario ne broncha pas, ne la regarda même pas. Ses yeux restaient fixés sur moi, attendant la confirmation de l'ordre comme un chien d'attaque bien entraîné, attentif aux mots de son maître. J'acquiesçai légèrement. C'était son signal. Dario se tourna vers Romina. Il fit un geste presque imperceptible de la main, et 2 de ses adjoints, habillés à l'identique, apparurent de nulle part, comme des ombres. L'un se posta pour bloquer l'accès aux ascenseurs. L'autre se plaça calmement devant la porte tambour de l'entrée. L'espace fut scellé. La souricière s'était refermée dans un clic silencieux. « Mademoiselle » dit Dario en s'adressant à Romina d'un ton froid et impersonnel plus effrayant que n'importe quel cri. « Je vous demande de quitter les lieux volontairement pour éviter une scène plus grave. Je ne partirai nulle part. J'appellerai mon avocat. J'appellerai mon père. Il te renverra, toi et cette folle, menaça-t-elle, le visage rougi par la colère et l'humiliation. Sans se troubler, Dario leva une tablette qu'il tenait en main. L'écran s'alluma, montrant un document à en-tête d'inversion Zénith et le logo de la Tor Diamante. Le contrat de location de Madame Griselda Fuentes pour le Pentouse a été légalement résilié ce matin à 8 heures par la nouvelle administration, cita-t-il d'une voix monotone et létale, chaque mot comme un clou dans le cercueil de Romina. En invoquant la clause 17 du règlement intérieur, comportement préjudiciable à la communauté et à la réputation de l'immeuble. Voici la notification officielle, également envoyée à votre email il y a 2h57. Vous avez 1 heure pour qu'une personne désignée par vous vienne retirer vos effets personnels essentiels, sous la supervision de mon équipe. Le reste sera emballé professionnellement et déposé en garde à votre disposition. Romina regarda l'écran, puis moi, son esprit luttant pour intégrer l'impossible. Je vis l'instant précis où le déni se brisa et fut remplacé par une pure horreur. Une nouvelle administration. Quelle nouvelle administration ? Murmura-t-elle, la voix enfin brisée, dépouillée de toute arrogance. Ce fut alors que je portai le coup de grâce. Je fis un pas en avant, réduisant la distance entre nous jusqu'à presque nous toucher. Je me penchai légèrement vers elle, entrant dans son espace personnel. La sécurité, dis-je d'un murmure que seule elle pouvait entendre mais plus fort que tous ses cris. Elle a pour protéger les résidents et leurs biens. Et en ce moment, toi, ma sœur, tu es une menace pour ma propriété. Le dernier soupçon de couleur quitta son visage. Elle devint blanche comme le marbre sous ses pieds. Elle dut s'agripper au comptoir pour ne pas tomber. La reine avait été détrônée dans son propre palais, devant sa cour.
Et sa successeur était la personne à laquelle elle s'attendait le moins. Le spectacle était terminé, et je étais la seule à rester debout. La défaite de Romina fut un spectacle silencieux et dévastateur. Il n'y eut plus de cris ni d'insultes, seulement un vide assourdissant qui avala toute sa fureur et la laissa creuse. Ses yeux, qui quelques instants plus tôt brûlaient de rage, étaient maintenant vitreux, fixés sur un point invisible au sol. Son corps, d'ordinaire si droit et défiant, s'était voûté, comme si le poids de la réalité l'avait enfin écrasé, brisant la colonne vertébrale de son arrogance. D'un geste d'une efficacité implacable, Dario donna l'ordre final. « S'il vous plaît, accompagnez-la vers la sortie. » Les deux agents s'approchèrent d'elle sans brutalité, mais avec une fermeté inéluctable presque plus humiliante. Ils ne la touchèrent pas. Ce n'était pas nécessaire. Elle était déjà brisée, une marionnette à qui l'on a coupé les fils. Elle commença à marcher, des pas incertains et maladroits, comme si elle réapprenait à utiliser ses jambes. C'est alors que survint la trahison finale la plus prévisible de toutes. Ses amis, celles qui s'étaient moquées de moi, celles qui formaient son cortège inséparable, firent un pas en arrière. Puis un autre. Elles s'éloignèrent d'elle comme si elle portait une maladie contagieuse. Je vis l'une d'elles, une blonde nommée Camilla, sortir discrètement son téléphone. Le petit point rouge de la caméra vidéo s'alluma. Elle ne perdait aucun détail de la chute de leur reine. Les singes volants, comme les appelait mon oncle, ne suivaient pas la sorcière par loyauté, mais par pouvoir. Le pouvoir venait de changer de main d'une manière si brutale et si publique qu'il leur fallait le filmer pour pouvoir le raconter ensuite. Romina sembla sentir leur abandon. Elle leva les yeux et les regarda l'une après l'autre, avec une expression de supplication désespérée, cherchant une bouée dans une mer d'indifférence. Elles détournèrent le regard, soudain passionnées par leur manucure, par le motif du sol partout, sauf le visage de leur ami déchu. Dans l'écosystème cruel de la haute société, la faiblesse et du sang dans l'eau, et les requins tournaient déjà, prêts à dévorer l'histoire. Tandis que les agents l'encadraient et la guidaient doucement vers la porte tambour, je passais à sa hauteur. Je ne la regardais pas directement dans les yeux. Je n'en avais pas besoin. Ma victoire n'exigeait pas son humiliation dans mon regard. Mais je m'arrêtai un bref instant, juste assez pour que le parfum subtil que j'avais choisi pour sa discrétion et son élégance, Santal 33, l'enveloppe. C'était un parfum qui parlait de succès silencieux, pas de richesse héritée. C'était l'odeur de ma victoire, un rappel sensoriel de tout ce qu'elle n'était pas. Le bruit de ses talons de marque, qui autrefois résonnait avec une arrogance exigeant l'attention, n'était plus qu'un frottement hésitant et vaincu sur le marbre. La porte tournante bougea dans un léger soufflet, un instant, la lumière du soleil la découpa avant de la rejeter sur le trottoir dans le monde réel. Là où son nom de famille ne la protégerait plus. Où elle n'était plus qu'une femme bien habillée sans endroit à appeler chez elle. Les portes se refermèrent et elle disparut. Le hall resta plongé dans un silence de tombe. Ses amis, désormais sans chef, se regardèrent un instant avant de s'éparpiller dans toutes les directions. Pressés d'être les premières à répandre la nouvelle sur WhatsApp. Sophia, la réceptionniste, restait figée derrière le comptoir, n'osant pas lever les yeux vers moi. Dario s'approcha, le visage aussi impassible que toujours. D'autres instructions, Madame la Présidente ? Assurez-vous que le processus d'expulsion soit professionnel et discret. Je ne veux pas de cirque médiatique, et assurez-vous que le personnel qui supervise l'expulsion reçoive une prime généreuse. Ils ont enduré beaucoup, dis-je, ma voix redevenue ferme. Bien sûr, madame. Il s'éloigna, et je restai seul, au centre de cet immense espace. Le seul son était l'écho de mes propres battements de cœur. J'avais gagné. La bataille de toute une vie venait de se terminer en moins de 10 minutes. Mais je ne ressentis pas l'euphorie que j'avais imaginée. Il n'y eut ni joie triomphante, ni satisfaction éclatante, seulement un calme profond, presque inquiétant. Le calme qui vient quand la guerre est finie et qu'il ne reste que le silence du champ de bataille. Si tu es encore là, aide-moi en mettant un « j'aime » à la vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. Ainsi je saurai que tu es là et que tu m'accompagnes dans ce chemin. Ton soutien m'encourage énormément. Commente le chiffre 1 et écoute-moi pendant que je continue mon histoire. Je pris l'ascenseur privé qui menait directement aux Pentouzes. C'était la première fois que je l'utilisais. Ses parois en miroir sombre et en bois d'ébène glissaient vers le haut dans un silence rapide et parfait. Pendant la montée, je vis mon reflet. Le tailleur ivoire, les cheveux relevés en un chignon soigné, l'expression sereine. Je ressemblais à l'image même du contrôle et du pouvoir. Mais à l'intérieur,
je sentais un tremblement à la réplique d'un séisme émotionnel que je venais de déclencher. Une partie de moi s'étonnait de l'étrangère qui me regardait dans la glace. Les portes s'ouvrirent sur un espace familier de mon enfance, mais qui me semblait désormais étranger, souillé. Le style de ma mère était partout. Meubles chargés de style Louis XV, dorures étincelantes, coussins en soie à pompons. Et cette odeur entêtante de nard, diffusée partout, qui me retourna l'estomac. C'était un musée de l'opulence, froid et impersonnel, un décor fait pour impressionner, pas pour vivre. Mon téléphone se mit à sonner. Le son strident brisa ce silence artificiel. Le nom, maman, s'afficha sur l'écran. Je laissai sonner 3, 4, 5 fois chaque sonnerie, un petit coup de pouvoir avant de répondre. Allô, dis-je, la voix volontairement neutre. Amaranta. Le cri de ma mère fut si aigu que je dus éloigner le téléphone de mon oreille. Qu'est-ce que tu as fait? Romina m'a appelé en larmes. Elle dit que tu l'as expulsée de l'immeuble. Tu es devenue folle. J'attendis qu'elle vide son torrent d'hystérie. Quand il ne resta plus que sa respiration haletante et saccadée à l'autre bout, je répondis avec la même tranquillité que celle que j'avais eue avec Dario. Je ne suis pas folle, maman. Je suis pratique. Le contrat de location a été résilié pour non-respect du règlement. Vous avez 24 heures pour sortir tout ce que vous jugez essentiel. Et tu ne peux pas nous faire ça. C'est notre maison. Ton père va faire une crise cardiaque quand il l'apprendra. Tu vas le tuer. C'était sa maison, sous un contrat qui n'est plus valide, répliquai-je en marchant vers les grandes fenêtres qui dominaient la ville, tournant le dos à cette décoration étouffante. Et je doute que papa fasse une crise cardiaque. C'est un homme d'affaires, il comprendra que ce ne sont que des affaires. J'avais utilisé ses propres mots, ce qu'il m'avait répété si souvent. Il y eut un silence chargé d'incrédulité. Je sentis son cerveau changer de stratégie. La colère ne marchait pas, alors venait maintenant la manipulation. Amaranta, je t'en prie. Sa voix se brisa en un sanglot calculé, mélodramatique. Ma fille, je t'en supplie. Que va dire le monde? Nos amis, la famille, tu vas nous détruire. L'humiliation. Nous ne pourrons pas la supporter. Et voilà le cœur du problème. Ce n'était ni la maison, ni l'argent, ni même la peur pour mon père. C'était la peur de l'opinion publique, la tache sur sa réputation parfaite. Son plus grand cauchemar n'était pas de perdre sa fille, mais de perdre son statut. Je m'arrêtai devant la fenêtre, regardant la ville s'étendre sous mes pieds, un monstre de béton et de lumière. Pour la première fois, je ressentis une pointe de pitié pour elle. Quelle vie si petite, si fragile, bâtie sur les opinions des autres. Vous vous êtes détruit vous-même, maman, dis-je, ma voix teintée non plus de froid, mais d'une tristesse réelle. Celle d'un deuil enfin arrivé à son terme. Vous vous êtes détruit le jour où vous avez décidé que l'opinion des autres valait plus que votre propre fille. Vous m'avez chassé parce que je ne rentrais pas dans votre moule parfait. Parce que j'étais votre honte. Eh bien, maintenant, profitez de la compagnie des gens. Expliquez-leur ce qui s'est passé. Tu es une ingrate. Après tout ce qu'on t'a donné. Vous m'avez donné un nom, mais vous m'avez volé la confiance. Vous m'avez donné une éducation, mais vous avez méprisé mes rêves. Vous m'avez donné un toit, et maintenant, c'est moi qui vous le retire. Je crois qu'on est quitte, dis-je doucement. Je raccrochai avant qu'elle puisse répondre. J'éteignis le téléphone. J'avais besoin de silence. Je restai là, à contempler l'horizon. Longtemps. La guerre était finie. Je l'avais gagnée, mais le goût de la victoire était amer et doux à la fois. Il n'y avait aucun plaisir dans la douleur de ma mère ni dans l'humiliation de ma sœur. Juste un sentiment de faim, de fermeture. J'avais brûlé les ponts non par vengeance, mais par instinct de survie. Pour pouvoir enfin construire mon propre chemin. Sans devoir toujours me retourner, espérant une approbation qui ne viendrait jamais. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités calmes et efficaces. L'expulsion se déroula sans incident. Mon père, comme je l'avais prévu, ne m'appela pas pour crier. Il m'appela comme l'homme d'affaires qu'il était, pour négocier. Sa voix était tendue, mais contrôlée. Je lui proposai de lui racheter ses parts restantes dans certaines propriétés que nous partagions encore à un prix juste, mais pas généreux. Il accepta sans discuter. Il comprit que le jeu avait changé, et que désormais, c'était moi qui fixais les règles.
La nouvelle de l'acquisition de la Thor Diamante par Inversion Zenith. Et de l'expulsion de ma famille. Se répandit dans les cercles de l'élite mexicaine comme un incendie de rumeurs. Les versions étaient multiples, dramatiques, murmurées dans les clubs de golf et les salons de thé. Je devins une figure de légende et de crainte. La brebis noire revenue en loup pour réclamer le royaume. Mais je n'avais aucune intention de régner comme eux. Par la peur et l'exclusion. Une semaine plus tard, je convoquai une conférence de presse. Non pas dans un hôtel luxueux, mais dans le hall de la Thor Diamante. Désormais rénové dans un style moderne, minimaliste et accueillant. J'avais enlevé les fleurs surchargées et les meubles lourds. Remplacés par de l'art contemporain d'artistes mexicains émergents. Les journalistes et les figures du monde des affaires remplirent l'espace. Leurs visages mêlant curiosité et scepticisme. Ils s'attendaient à un discours triomphal, ou à une déclaration scandaleuse. Je leur donnais autre chose. Je montais sur un petit podium, le logo d'Inversion Zenith derrière moi. Bonjour, commençai-je, ma voix ferme emplissant l'espace. Beaucoup d'entre vous sont ici pour entendre une histoire de drame familial et de vengeance d'entreprise. Mais ce n'est pas l'histoire que je veux raconter. L'histoire que je veux raconter, c'est celle de ce qui arrive quand on dit à une femme que sa place n'est pas dans le monde des affaires. Que ses rêves sont mignons. Je parlais de mon parcours, sans nommer ma famille. Mais en décrivant les obstacles, la condescendance. Le manque de foi. J'ai parlé du directeur de la banque qui m'avait traité comme une enfant. Et du défi constant que représente le fait d'être une femme jeune dans un monde dominé par les hommes. Et c'est pourquoi j'ai continué, atteignant le point culminant de mon discours, ma voix résonnant avec une passion nouvelle. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour annoncer une victoire, mais pour annoncer un investissement. Inversion Zenith est fier de lancer le fonds CENI, un fonds de capital d'amorçage et un programme de mentorat. Dédié exclusivement à soutenir les femmes entrepreneurs dans des secteurs traditionnellement masculins. Comme la construction, la technologie et la finance. J'ai annoncé qu'un pourcentage des bénéfices de la Thor Diamante serait directement reversé à ce fonds. Et le Penthouse, symbole de mon combat, mon trophée de guerre, ne serait pas ma résidence. Il serait transformé en espace de coworking et résidence temporaire pour les bénéficiaires du programme. Un lieu où d'autres femmes comme moi pourraient avoir un espace sûr pour bâtir leurs propres empires. Ma propre histoire m'a appris une leçon précieuse, conclus-je en regardant les jeunes journalistes au premier rang. Quand tu construis ton propre empire, tu as la responsabilité de laisser la porte ouverte pour que d'autres puissent bâtir le leur. Merci. Les flashs des caméras éclatèrent. Les questions fusèrent de partout, mais j'avais déjà tout dit. J'avais pris ma revanche personnelle et je l'avais transformée en mission publique. J'avais transformé la douleur en but. Ce n'était plus une question de prouver que ma famille avait tort, mais de montrer qu'un système entier avait tort. Et je compris que c'était là la victoire la plus douce et la plus durable de toutes. Un mois plus tard, le Penthouse était méconnaissable. Les murs dorés avaient été repeints d'un blanc éclatant et lumineux. Là où se trouvaient autrefois des canapés de brocart. Il y avait maintenant des stations de travail collaboratives et des tableaux blancs couverts d'idées et d'équations. L'air ne sentait plus le parfum artificiel de nard. Mais le café fraîchement moulu, l'ozone des imprimantes 3D et l'énergie palpable des nouveaux départs. C'était un endroit vivant, vibrant. Mon oncle Élisée vint me rendre visite. Il parcourut l'espace en caressant les surfaces. Regardant les plans et les prototypes que les premières entrepreneuses du fonds CENI avaient laissés sur les tables. Ses yeux brillaient de fierté derrière ses épaisses lunettes. Ton grand-père serait, commença-t-il, la voix serrée par l'émotion. Immensément fier de toi, Amaranta. Pas pour l'argent ni pour l'immeuble mais pour ça. Pour avoir transformé ta blessure en refuge pour les autres. Tu as bâti quelque chose qui compte vraiment. Pendant que nous parlions, la nouvelle directrice du lieu, une femme brillante, l'une des premières à avoir reçu le fonds, s'approcha avec une enveloppe. Ceci est pour vous, Madame Reyes. Un messager l'a déposé. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur. Je la pris, intrigué. À l'intérieur, une seule feuille de papier pliée. L'écriture était reconnaissable, bien que tremblante et un peu maladroite. Comme si la main n'était plus habituée à écrire. C'était de Romina. La note était courte. Les mots étaient tachés à quelques endroits. Comme si des larmes étaient tombées dessus pendant qu'elle écrivait. Elle disait simplement. Pardonne-moi.
Tu avais raison. Je restai longtemps à contempler le papier entre mes mains. Le bruit du travail et de la créativité autour de moi se fondant en un bourdonnement lointain. Je ne ressentis ni triomphe, ni rancune. Je ressentis une étrange paix, comme le calme de la mer après une tempête violente. La guerre était vraiment terminée. Non pas quand je l'avais gagnée, mais à cet instant. Quand l'autre camp s'était rendu sans condition. Il n'y avait plus rien à prouver. J'étais libre. Libre de leur jugement, libre de ma propre colère. Libre d'être simplement moi. Je regardais par la grande baille vitrée le vaste horizon de Mexico. Le soleil se couchait, colorant le ciel de teintes chaudes qui promettait un nouveau jour. La lettre de Romina reposait dans ma main. Un morceau de papier fragile représentant la fin d'une époque et le début d'une autre. J'avais reçu son pardon. Une partie de moi, celle qui aspire à la paix et à la clôture, savait que pardonner est la dernière étape pour être vraiment libre. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de chaque larme, de chaque humiliation, de chaque porte fermée au visage, doutait. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Peut-on pardonner l'impardonnable pour guérir vraiment? Ou vaut-il mieux laisser certaines blessures cicatriser au lieu d'essayer de les effacer?